Et bonjour à tous, bienvenue dans le replay de la petite session spéciale FDLE Friandise, entrepreneur freelance, même combat. C'est une session un petit peu exceptionnelle puisque les deux organismes FDLE et Friandise sont associés pour vous préparer cette petite visio. Si elle vous plaît, on essaiera peut-être d'en programmer d'autres. Nous, on est en tout cas ravis d'organiser ça aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter l'association, puis notre invité exceptionnel en fera de même pour son parcours et son entreprise, pas son association, et une petite introduction au sujet. Et vous allez voir, on a 1 heure et quart de débat et de sujets passionnants pour vous derrière. Moi, je suis Maxime Hernandez, je suis directeur de production. Je suis freelance depuis 20 ans. J'ai occupé des métiers en régie, en logistique, et je fais de la production en direction depuis une grosse douzaine d'années maintenant. J'ai la chance d'organiser des grands événements à travers le monde et en France. À côté de ça, j'ai une grande activité de formation. J'interviens beaucoup dans les écoles. Donc, j'ai un parcours d'une vingtaine d'heures qui permet de se former à tous les outils de la production, aussi bien la technique que la réglementation, etc. Et je forme depuis quelques années maintenant des groupes de professionnels dans les agences ou chez les annonceurs directement. À côté de ça, je suis fondateur de l'association des freelances de l'événementiel, que j'ai également présidé pendant 4 ans. Et la transition est parfaite. L'association des freelances de l'événementiel, c'est une asso formidable dont le but, c'est de réunir tous les freelances pour en faire de meilleurs freelances. On dit entre nous qu'il s'agit du service RH des freelances un petit peu. On est une association qui travaille vraiment sur les freelances pour leur faciliter leur quotidien, avec des développements d'outils, par exemple. On va essayer de négocier, par exemple, des RC professionnels spécialisés pour nos métiers et pour les différents métiers qu'on a dans l'événementiel qu'on peut exercer en freelance. Des conditions générales de vente qui sont développées avec des avocats, des experts comptables qui connaissent nos métiers et qui peuvent vous aider à vous conseiller pour savoir comment vous voulez changer de statut ou passer en entreprise. On travaille sur la visibilité de nos métiers et des freelances en général. Donc, on a beaucoup de relations avec le secteur pour ça, par exemple, dont l'événement, qui est l'association des agences événementielles. On participe au collectif aussi des associations du secteur, avec l'Unimeb, le Sympaz, la Clé, et donc toutes ces associations qui travaillent sur différents intervenants et acteurs du système pour pouvoir nous représenter les freelances au sein de cet écosystème-là. On intervient aussi dans les écoles, bien sûr, en tant qu'association. On organise beaucoup de networking. On permet aux freelances de rencontrer d'autres freelances ou de rencontrer des agences. Donc, que ce soit des soirées de networking, que ce soit le développement d'antennes régionales. On en a 8 déjà en place et des nouvelles qui se créent en permanence. On organise les speed meetings aussi, qui est maintenant un rendez-vous qui a déjà eu lieu 3 fois. On invite des agences une après-midi ou une journée complète à rencontrer des freelances qui se préinscrivent sur une plateforme, etc. Plein d'autres formats, des conférences qui sont au fur et à mesure de l'année, etc. Et notre dernier format, et c'est celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est notre FDLE Academy, dont on est très fiers. C'est un programme de formation qui permet aux freelances du coup d'en apprendre plus sur le secteur et des métiers connexes au secteur ou des informations connexes au secteur. Donc, ça va être des compétences métiers directement sur du plan, du Excel, du logiciel, etc. Ça peut être des choses un peu plus larges sur des soft skills, du comportement. Ça peut être des choses sur la communication sur LinkedIn, etc. Donc, c'est un panel assez large avec une quinzaine de formations par trimestre. Il suffit de s'inscrire. Et aujourd'hui, c'est une section exceptionnelle, justement, qui rentrait pour nous à la base dans ce format de FDLE Academy. Mais ce format, il est aujourd'hui exceptionnel et plus large, et vous êtes beaucoup plus invités, et on est très content de le faire, puisqu'on a l'énorme honneur d'avoir avec nous Élise de Friandise. Bonjour Élise. Bonjour Maxime, merci de m'avoir invité, merci d'avoir co-organisé cet événement avec moi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se dit qu'on doit le faire. Et c'était vraiment l'occasion cette fois-ci d'aborder un sujet qui nous touche, c'est l'entrepreneuriat. Enfin, comment aborder effectivement le sujet du freelancing entre guillemets, ou comme moi je l'appelle la friandise, à travers le prisme de l'entrepreneuriat. Alors, je vais me présenter un petit peu rapidement et puis présenter Friandise pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, moi, je suis une ancienne freelance de l'événementiel. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'événementiel, plutôt en chef de projet ou direction logistique, plutôt sur les aspects vraiment d'hospitalité. J'ai créé Friandise il y a 11 ans maintenant, donc en 2014, au balbutiement des plateformes de freelance. Alors, dans d'autres métiers, ça existait. En événementiel, ça n'existait pas. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de FDLE, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'association qui fédérait un petit peu l'ensemble des métiers. Donc moi, c'est un petit peu né de cette volonté-là, de rassembler un petit peu les talents et surtout de permettre aux freelances de pouvoir trouver des missions
qui leur correspondent. Alors, si vous êtes le cabinet RH, enfin le département RH, moi, je suis un peu le cabinet de recrutement de freelance en événementiel. Et d'ailleurs, ça fonctionne, Friandise, exactement comme un cabinet de recrutement, à savoir que ce sont les recruteurs qui payent et l'ensemble du service est gratuit pour les freelances. Ça a toujours été pour nous hyper important pour la simple et bonne raison qu'on veut attirer tous les talents et avoir sur la plateforme un maximum de monde et donc et permettre d'avoir des freelances qui démarrent, des jeunes, des personnes installées, voilà. Et donc ça permet ce système-là d'avoir un plus large panel de talents. Et puis parce que moi j'ai été freelance et j'avoue que je n'aurais pas payé pour ce service-là forcément. Donc je me suis mise à la place des free et je me suis dit que ça pourrait fonctionner comme ça. Et l'idée c'était aussi, alors avant que FDLE arrive, c'était d'organiser des soirées. On a fait aussi des apéros en 2018, ça date maintenant, mais en région. On a organisé des soirées, on essayait de faire des petits webinaires, du networking aussi. C'est vrai qu'on le fait beaucoup moins maintenant que je suis plus parisienne. Mais on essaye d'organiser régulièrement des webinaires sur des sujets d'entrepreneuriat, beaucoup. Et on a fait des choses sur la protection sociale. Voilà, on essaye une fois par mois d'aborder ces sujets-là. Le prochain sujet, d'ailleurs, c'est le portage salarial au mois de mai, avec une société qui s'appelle Jump. Donc voilà, Friandise, c'est une plateforme où on peut s'inscrire et rechercher des missions. Les missions sont publiées sur le site et on peut postuler. Alors, on postule, mais nous, comme notre service est un service payant pour notre client et qui paye un service de recrutement, ce service, ça veut dire que nous, on va un peu filtrer quand même les candidatures qui vont parvenir à notre client. Donc, il y a plusieurs formules. Soit le client poste une annonce directement sur le site, soit c'est nous qui postons une annonce pour notre client. Et là, il fait appel à nous vraiment comme un cabinet de recrutement. Et c'est vrai que j'ai eu des freelances qui m'ont dit c'est assez fou de se faire chasser, entre guillemets, pour un freelance. Et c'est vrai que nous, on a cette volonté-là d'aller chasser des talents parce que nous, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir vraiment le mouton à 5 pattes, si j'ose pas dire à 8 pattes, à 12 pattes. C'est-à-dire qu'on vient nous chercher pour des compétences spécifiques et des expertises quasiment de niche souvent. Donc, on a des projets très variés, à la fois dans le luxe, dans le sport, dans le corpo, un peu dans tous les secteurs, pour toutes les typologies de clients, que ce soit la tech, l'industrie. On va avoir des startups, on va avoir des assos, on va avoir des institutions. On a vraiment un panel de clients très, très différents. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de Friandise, c'est qu'il y en a un peu pour tout le monde. Voilà pour la présentation de Friandise. Alors, juste une petite parenthèse, vous noterez que nous ne sommes pas habillés pareil pour la suite, pour la simple et bonne raison que nous avions oublié de lancer l'enregistrement lors du replay de la semaine dernière. Vous allez voir, on aborde des sujets très intéressants. Je ne sais pas si tu veux refaire un petit récap, mais en gros, voilà, l'idée, c'est de faire une approche freelance via le prisme de l'entrepreneuriat. Et donc, je te laisse un petit peu présenter tout ça. C'est parfait. J'adore quand même le fait que vous soyez une entreprise gratuite et nous une association payante. Ça fait le monde est à l'envers. C'est magnifique. Quelle ouverture d'esprit. Effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'était de donner des conseils sur la partie un petit peu sérieuse du freelancing, c'est-à-dire comment s'y prendre, etc. et qu'est-ce qu'il y a autour. On a découpé la visio en 3 parties. La première partie que vous allez retrouver, ce sont des questions plutôt sur l'administratif et les statuts. On va y aborder les différents statuts que peuvent utiliser les freelances. Vous allez voir qu'ils sont nombreux et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes règles et contraintes. Quelles sont les démarches à prendre en compte en plus du choix de son statut pour se protéger, pour garantir sa retraite, pour prévoir un certain nombre de choses qui seront un petit peu nos conseils. Et enfin, pour faciliter globalement votre vie. Une fois que le statut et tous les services autour sont choisis, on passe à la deuxième partie, qui est une partie plutôt basée sur le business et le développement de votre business. Comment choisir déjà sa cible, qui vont être différentes. Il va y avoir des différences en fonction des gens que vous visez, avec qui vous voulez travailler. Comment vous positionner.
quelle posture d'entrepreneur il faudrait adopter pour mener à bien sa carrière de freelance. Ça, c'est important dans le ressenti qu'ont les gens et ce que vous allez dire entre la survente, le nombre de métiers qu'il faut afficher, des différents, etc. Et on va forcément débarquer sur la partie un peu marketing, sur comment marketer justement cette activité, comment communiquer, comment prospecter et rencontrer des nouveaux clients potentiels. Et ça nous fera un petit peu déborder sur le troisième sujet, qu'on va aborder de façon plus courte et plus rapide à la fin, mais qui est tout à fait essentiel également, qui sont le freelancing en général, où on parlera un petit peu de soft skills. On va parler du lieu de travail, du lien social, des petits plus que vous pouvez avoir autour de vous pour augmenter en fait la valeur de votre profil et votre taux d'employabilité, comment se former, fréquenter ses pairs et plein d'autres petits conseils tout autour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Élise? Non, c'est assez complet. On vous laisse visionner tout ça, bon visionnage. Et puis à très bientôt chez FDAE ou chez Friandise. Ou les deux. Ou les deux. Et du coup, sans plus d'attendre, je propose qu'on lance la première partie, donc qui est sur l'administratif et les statuts. Peut-être commencer par là. Les statuts, c'est souvent le sujet, et naturellement, on va là-dedans. Est-ce qu'on peut peut-être déjà se faire une petite liste des statuts, les statuts courants, d'accord? Alors, sur Friandise, on en a plein. C'est ça aussi la particularité de la plateforme, c'est qu'on n'est pas une plateforme avec que des freelances en facturation. C'est une plateforme où on peut avoir tous les statuts. L'important, c'est d'être libre, d'être disponible et pas forcément d'être freelance dans le statut indépendant. On essaie même de le définir. Nous, par exemple, aujourd'hui, l'association, elle essaie de créer un guide de bonnes relations freelance-agence. Donc, on est en rendez-vous très régulier avec l'événement pour faire ça. Et donc, il a fallu d'abord définir ce que c'est un freelance. Et on a tout de suite vu que ce n'était pas une question de métier, que ce n'était pas une question de statut. Et donc, on a abordé ça différemment. Excusez-moi pour le chat dans la gorge. On a abordé ça en disant que c'était plutôt une manière de travailler, une façon d'envisager, de faire des choix professionnels et de la manière de l'appliquer. Donc, on va choisir nos compétences, les métiers qu'on veut appliquer, le tarif auquel on va le pratiquer, la façon dont on va le faire en termes de statut et de façon de le faire. Donc, c'est plutôt un état d'esprit, en fait, le freelance. Aujourd'hui, il va se transposer de plusieurs manières, on va en parler, mais d'abord par un choix de statut qui est effectivement assez large. Alors, si on prend d'abord les statuts les plus courants que toi, tu fréquentes le plus, alors, dans les nouvelles générations et même quasiment tout le temps, on va avoir l'auto-entreprise. Ensuite, les personnes qui ont suffisamment de chiffre d'affaires basculent souvent en EI, en ERL ou en SASU. Ça, c'est des statuts qui sont différents. Alors, c'est la France, ça, tu vois, c'est plein de statuts pour dire la même chose. Mais bon, voilà, c'est plusieurs statuts d'entreprise avec différentes cotisations sociales qui en découlent. On ne va pas rentrer dans le vif du sujet des statuts. Je vous conseille vraiment de suivre. Vous avez certainement des webinaires. Nous, on en a aussi en replay sur ces sujets-là qu'on a fait il y a 2 mois. Renseignez-vous vraiment auprès des comptables pour ce genre d'informations. Nous, on peut vous dire dans les grandes lignes les différents statuts, mais c'est vraiment renseignez-vous, rapprochez-vous de comptables pour si vous souhaitez passer en société. Ce qui est important, alors je termine avec les différents statuts. Ouais, on va les faire dans l'ordre, on va se mélanger. Ouais. Donc, auto-entrepreneur, qui est un des classiques aujourd'hui. L'entreprise, on va le mettre au sens large, SARL, EURL, ERI, SAS, ASU, etc. On a les CDDU aujourd'hui qui se répandent de plus en plus. Ouais, alors ça, c'est des statuts qu'on voit beaucoup dans l'événementiel, qui à la base sont des statuts, je crois, qui viennent du bâtiment, si je ne me trompe pas, qui étaient pour les gens qui créent, qui font qui font des travaux et du coup qui ont besoin de main-d'œuvre rapidement. On peut en 2 mots pour CDU, parce qu'il y a souvent de gens qui le connaissent, à la différence des 2 autres, c'est un genre d'intermittent du spectacle, mais au régime général. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la cage des conseils spectacle, et ça évite de limiter un CDD à 3 CDD d'affilée avant de proposer un CDI. Donc c'est du temps court, avec une cumulation d'heures, et potentiellement, avec un certain nombre d'heures cumulées, une rémunération qui vient sur des jours non travaillés. Et je crois qu'il n'y a pas de prime de préca ou il n'y a pas, c'est ça. Il y a uniquement les congés payés. C'est l'évolution logique en fait de l'intermittent du spectacle qui ne faisait pas d'artistique. Donc quelque part, c'est la continuité de ce métier-là qui existait. L'intermittent existe toujours aujourd'hui. D'ailleurs, ce serait dans ma tête le 4e statut le plus utilisé par les free, mais qui est en claire perte de vitesse par rapport au statut justement de facturation ou de CDD. Ça va dépendre des métiers. Dans les métiers techniques, effectivement, de toute façon, comme ils peuvent alterner entre du spectacle et de l'événementiel, ça reste encore logique. Dans les métiers du projet, il n'y en a quasiment pas, pour ne pas dire zéro. En logistique, c'est plus possible non plus d'avoir ce statut ou très peu, donc il y en a très peu. On va aussi avoir les artistes-auteurs pour toutes les parties, les créas, tout ce qui est tous ces contenus-là.
Je sais pas, il y en a qui nous échappent là ou qu'est-ce Oui, que... alors il y a toujours plein d'autres solutions, hein. Il y a l'intérimaire, il y a celui qui a Oui, la GSA uniquement pour le métier de l'image, etc. Et donc, on va avoir pas mal de petits statuts après un petit peu plus ouais. parcimonieux, mais qui vont correspondre. Mm. Effectivement, c'était bien de citer l'artiste-auteur, hein. J'ai un scénographe qui est un grand scénographe qui ne se fait facturer que en droit d'auteur et Ouais. en note d'honoraires. On peut avoir des statuts plus moins régulés. Donc, ce qui est important de dire, c'est que tous ces salaires-là sont Je peux viables. juste terminer avec le portage salarial, qui est aussi très intéressant et moi j'en entends beaucoup parler et il y en a de plus en plus. Des gens qui préfèrent quand même garder la sécurité d'une sorte de CDI et de pouvoir avoir le chômage surtout. Donc ça, nous, on va faire un webinaire le mois prochain normalement. Jenna, tu me contredis si je me trompe, mais sur ce sujet-là, justement pour pouvoir renseigner un peu les fris sur cette nouvelle façon de faire. Alors, je vais garder un time kit pour être sûr qu'on puisse faire toutes les parties. Donc, on va essayer de le faire vite. Mais on peut peut-être donner un avis quand même pour renseigner les gens, que ce soit pas juste une backlist sur ces différents statuts. On le fait en 2 mots, en échange pour pas rester longtemps dessus. Mais qu'est-ce qu'on en pense? Auto-entreprise, tu as un avis dessus? Je partagerai aussi peut-être Alors, la communauté, nous. pour moi, l'auto-entreprise est le statut le plus précaire après le contrat d'apprentissage. Il permet de cotiser à rien du tout, ou très peu. C'est pour moi le pire. Donc, c'est parfait pour tester son activité, d'accord? Pour voir si, quand on se lance en freelance, on arrive à générer du chiffre d'affaires parce que c'est peu coûteux, il n'y a pas de comptable, etc. Une fois qu'on a sécurisé un chiffre d'affaires qui est assez important, par exemple, si on a passé le seuil déjà de la TVA, c'est un bon indicateur déjà. On peut commencer à se poser des questions et moi je pense que sur 2 ans ça se teste. Si vraiment ça fonctionne, vous n'arrivez pas au seuil, restez en auto-entreprise, mais il va falloir quand même penser à assurer ses arrières parce que en temps de crise, et on le voit en ce moment, il faut quand même avoir pas mal de trésor. Donc pour moi, c'est une phase de test. Si vous pouvez changer de statut rapidement, ou en tout cas vous assurer et prendre vraiment des retraites complémentaires, investir dans l'immobilier, faire des choses pour sécuriser votre activité, par contre. C'est un avis qu'on partage tout à fait, hein, parce qu'effectivement, quand il y a pas de cotisation retraite, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a aussi un devoir d'information sur les autres entreprises qui devraient être autonomes sur un certain nombre de sujets comme la RC professionnelle. On en parlera plus tard, donc on va rester là-dessus, mais c'est vrai que la plupart aussi manquent de protection. Il faut savoir que dans notre texte, il y a quand même 2 grandes familles de statuts. Il y a les statuts où vous êtes sous contrat et donc salarié des gens pour qui vous avez travaillé, et des statuts sur lesquels vous êtes en facturation, donc vous êtes prestataire et donc autonome sur un certain nombre de sujets. Un auto-entrepreneur qui a un accident du travail sur le site, c'est son problème, c'est sa RC, son assurance, sa mutuelle, sa complémentaire retraite, sa prévoyance, etc. Si vous êtes en CDDU ou intermittent du spectacle, vous êtes en contrat et donc vous êtes pris par l'assurance de l'entreprise pour laquelle vous travaillez parce que vous êtes salarié de l'entreprise. Donc, on a dit que c'était un choix personnel, mais par exemple, ça fait partie d'un pan des décisions qu'il faut prendre. En fait, c'est presque le début de la branche pour moi. Est-ce que je vais être en facturation ou est-ce que je vais être salarié et donc pris en charge par les services de l'entreprise? C'est un des premiers choix à faire. Dans les dans les choix de débutants, en général, on met l'auto-entreprise ou le CCDDU, qui sont un peu les 2 positions possibles pour débuter de façon sereine. Tu as vu donner la tête, c'est parce que pas comme ça que tu l'exprimerais? Si. Je t'avouerai que les CDDU, j'en vois moins. Oui, il y en a pas mal. Et moi, je recommande plutôt ce statut, typiquement, pour commencer. Si on peut, c'est-à-dire qu'il faut-il que le client l'accepte en fait. Et ce système en plus de CDDU qui n'est pas forcément très répandu non plus dans les agences et chez les clients. Nous, on travaille avec les annonceurs, ils ont des CDD classiques, mais CDDU, C'est vrai. Et ça se démocratise. Ça se démocratise parce que justement, je trouve que la perte de l'intermittent du spectacle monte ce statut-là et qu'en plus, je trouve qu'il y a beaucoup plus à l'avantage finalement des freelances qui l'utilisent. Donc, ça peut être une bonne solution CDU. Mais c'est vrai que ça marche pas à tous les coups. Moi, vraiment, ce que je recommande dans le choix du statut, c'est faire un point aussi sur sa situation personnelle. C'est votre situation personnelle qui va conditionner les différentes solutions que vous allez pouvoir choisir avec des montants de cotisation qui vont être plus ou moins importants par rapport à votre TJM. Donc, c'est sûr que quand on démarre, il vaut mieux avoir un TJM et qu'on a un TJM qui est assez réduit. Le mieux, c'est quand même d'avoir une petite cotisation. Mais il faut anticiper le fait que si on bascule dans une autre société, on aura plus de cotisation. Mais on va pouvoir déduire plein de charges et il y aura plein d'autres avantages. Donc, c'est vraiment un point à faire avec sa situation perso. Si vous voulez être plutôt en CDD, CDI, mais que vos clients sont plutôt sur facture, le portage salarial, c'est une solution qui vous permet d'être en CDI réellement.
avec certaines boîtes de portage et qui vous permettent, par exemple, d'assurer peut-être d'avoir des prêts ou si vous voulez acheter, c'est important dans ces moments-là. Donc, Et d'avoir des contrats à fournir, tout à fait. ça dépend vraiment dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous préférez que tout soit géré? Effectivement, le CDD, le portage, ça va être plus adapté. Si vous êtes un anxieux ou une anxieuse et que vous préférez assurer d'avoir le chômage, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment un choix personnel qui correspond à votre personnalité. Donc ça, c'est bien de prendre en compte. Et du coup, le conseil, c'est d'aller vous renseigner. Donc, on fait juste une petite intro assez rapide. On va passer au sujet suivant, mais c'était bien de le faire. Je pose deux questions quand même qui ont été citées dans le chat. Il y a Elodie qui nous demande sur quand on est en portage, comment ça marche pour la partie couverture. Parce qu'on a cité bien le cas de je suis en entreprise, le cas de je suis en salarié. Quand je suis en portage, est-ce que je suis couvert? C'est pareil. En fait, c'est pareil qu'un CDD, puisque c'est un contrat de travail. Donc, ça veut dire que vous êtes couvert normalement par une prévoyance incluse dans les charges qui vont être payées par la société de portage. Vous n'avez pas besoin. C'est juste eux qui vont faire la facture, mais ils vont vous faire un contrat de travail. Donc, ça veut dire que vous aurez exactement comme si c'était l'agence qui faisait un contrat de travail. La seule chose à voir, c'est en gros, est-ce que vous avez un contrat et une fiche de paye ou est-ce que c'est une facture que vous faites? Et là, comme ça, vous êtes sûr, parce que la boîte de portage aura de toute façon besoin d'avoir une transaction financière avec vous. Donc, si elle se passe par un contrat et une fiche de paye, c'est que vous êtes couvert. Si c'est par une facturation que vous facturez et qui vous paye la facture, c'est que vous êtes prestataire et dans ce cas-là, vous êtes autonome. Il y a Mela qui fait remarquer qu'elle a eu des CDDU avec Hopscotch il y a déjà 8 ans. Ça fait très longtemps qu'Hopscotch a eu une interdiction de l'intermittence du spectacle. Et donc, ils ont dû très, très vite, les premiers, il me semble, sur une bonne taille, se renouveler et donc trouver d'autres solutions pour l'employé. Il y a 15 ans déjà, ils avaient déjà plus le droit. Moi, j'étais en CDDU. Moi, chez Hopscotch, j'étais en CDDU. Donc, il y a un système qui avait déjà ce souci-là, alors qu'il était encore Levallois à l'époque. Oui, exactement. La conversion du taux au jour, vous prenez un salaire en un salaire, on va dire, brut, vous multipliez par 1,7, ça vous fait c'est ce que coûte les charges patronales. Et là, vous allez rajouter des choses parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que ça leur coûte que le prix d'un CD, parce qu'après, vous allez devoir cotiser vous en plus. Donc après, ça vous donne déjà une première base de 1,7, c'est le minimum que vous devez facturer. Par exemple, une personne est payée 3 000 bruts équivalent en CDD, vous faites un fois 1,7, et il est hors de question que vous vendiez moins que ce tarif-là, puisque c'est ce qui paierait de toute façon pour un CDD. Exactement. C'est la conversion logique d'un salaire où on passe d'un salaire net à un salaire brut à un salaire brut chargé. Et en facture, on va facturer le salaire brut chargé. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence quand même entre… Moi, j'ai été intermittent pendant 12 ans. Je suis passé en société à SARL en 2016. J'ai eu l'impression de doubler mon niveau de vie en faisant ça. Pourtant, même métier, même salaire. C'est juste que d'un coup, je facture mon brut chargé. Donc, je facture beaucoup plus, même si je suis en paye des charges. Sauf qu'au lieu de me verser un salaire net, je dépense l'argent directement par mon entreprise. Mon entreprise a accès du coup à un capital qui est bien supérieur et qui va acheter elle-même voitures, scooters, ordi, etc., etc. Donc, c'est vrai que moi, il y a eu une grosse différence. Donc, c'est vrai que quand vous êtes auto-entrepreneur ou CDU, ça va être très intéressant de passer en société. Encore une fois, ça dépend de votre quotidien, de votre mode de vie. Le CDDU peut être bien si vous voulez bosser par petite période dans l'année pour avoir quand même des revenus sur des périodes où vous voulez voyager, faire autre chose, vous a donné une autre activité. Donc voilà, il faut l'adapter à votre mode de vie. C'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé que le plus rémunérateur pour des gens qui veulent travailler et qui veulent leur argent, à partir d'une certaine somme et d'une garantie, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui se pratique aujourd'hui, de toute façon, clairement, de plus en plus. Ouais. Alors attention, on gagne très bien sa vie déjà quand on a des TGM qui sont importants. C'est vrai. Et si je peux me permettre, il faut mettre de côté. Si vous Alors, on va en parler. Lien parfait. On va parler de tout ça. Donc, on a fait le petit premier tour sur les statuts. Le deuxième sujet, c'est toujours cette question d'administratif et de statut. C'est justement les conseils, en fait. C'est quoi les démarches à prendre en compte globalement pour se protéger? Donc, je sais qu'on entend parler de pas mal de choses, RC, mutuelle, prévoyance, complémentaire, retraite, etc., etc. Est-ce qu'on peut, pareil, citer un petit peu les classiques et les commenter sur la recommandation? Alors, il y en a plein. La première est pour moi la plus importante. Bon, alors vous allez pouvoir prendre une mutuelle. Alors la mutuelle, ça vous connaissez, c'est la même chose que pour les CDD, que pour les salariés. Donc cette mutuelle, c'est un complément pour les dépassements d'honoraires, etc. À ne pas confondre avec ce qui est pour moi le plus important. La première chose que vous devez prendre avec la RC Pro, c'est la prévoyance santé. La prévoyance santé. Alors, donc mutuelle, c'est une couverture santé. Ouais, mais la prévoyance santé, c'est celle qui va, et je donne cet exemple parce que ce sera le plus criant, si vous cassez la jambe au ski,
et que vous ne pouvez plus travailler pendant 3 mois, alité, j'en sais rien. Et ça veut dire que vous n'allez plus pouvoir travailler et avoir 0. Là, si vous n'avez pas de prévoyance santé, la mutuelle, elle ne va pas vous payer pendant ces mois-là un minimum garanti, c'est-à-dire un minimum de salaire. C'est la prévoyance santé qui le fait. Il n'y a pas de sécu qui va payer je ne sais pas quoi. La sécu, elle ne va pas vous payer. C'est la prévoyance santé qui va le faire. On peut même faire plus grave. Hein. Je prends un projecteur sur la tête sur un chantier et je deviens tétraplégique ou je ne peux plus marcher ou j'ai un problème grave et de toute ma vie, je ne pourrai plus travailler. Ben, je vais être rémunéré pour ça. Donc, c'est pareil, c'est toujours le principe de l'assurance. Hein. Ça coûte cher pour très peu de chances que ça arrive, mais le jour où ça arrive, ben, ça change votre vie. En fait, c'est pas si cher en plus. En vrai, c'est pas si cher. C'est vraiment une charge à prendre en compte quand vous faites le fameux calcul de combien je vais facturer par mois. Il faut que vous preniez en compte tous ces coûts-là. C'est important. Vous mettez votre salaire chargé, puis vous allez mettre tout le reste après. Et donc, il y a ces deux choses. L'assurance. Voilà, mutuelle et prévoyance. Voilà. Ça, c'est peut-être que j'aurais mis moi en premier parce qu'elle est carrément obligatoire pour le cas d'une entreprise. Elle n'est pas obligatoire. Obligatoire pour une auto-entreprise. Elle n'est pas Pour une entreprise, si, mais pour une auto-entreprise, non. Par contre, c'est une énorme erreur pour moi de ne pas la prendre. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce que ça couvre? Et je prendrai la RC Pro, elle n'est pas obligatoire. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est-à-dire que certains clients la rendent obligatoire. Par exemple, pour travailler, moi, j'ai fait travailler des gens pour les Jeux Olympiques, pour des grosses structures, LVMH et tout. C'est indispensable. C'est-à-dire que je ne peux pas faire travailler quelqu'un qui n'a pas une assurance RC Pro. Ils veulent se couvrir, je veux me couvrir. On est tous couverts comme ça. C'est vrai qu'il y a des métiers où, par exemple, les graphistes, pour le coup, et encore aujourd'hui, on a des problématiques, et j'ai eu ce cas-là sur quelqu'un qui traitait des sujets top secrets, voilà, avec une confidentialité, et qui me disait non, j'ai pas besoin de RC Pro. Si, parce qu'en fait, là-dedans, il y a maintenant le hacking et le piratage dans la RC Pro. C'est-à-dire que si vous vous faites pirater des informations du client, et là, on était sur des choses stratégiques avec un client un peu, voilà, bref, et ben en fait, si on vous attaque, vous n'êtes pas protégé. Et donc ça rentre dedans aussi. Et je pense qu'avec tout ce qu'on entend avec le piratage, le hacking, aujourd'hui, c'est une situation qu'on peut plus trop, à laquelle on peut pas trop échapper. Et ça va rendre la chose obligatoire, même pour des métiers qui disent bah oui, mais je me déplace pas, je suis pas en prod, je suis graphiste, je vois pas l'intérêt. Ben, en fait, si. C'est indispensable, à mon sens, la RC Pro. Tu as raison de l'avoir reprécisé après ce que j'ai dit sur la version obligatoire, mais il me semble indispensable. Moi, je ne conçois pas qu'on puisse passer son RC Pro parce que ça vous couvre de tellement de choses. C'est votre assurance, en fait, en tant qu'entreprise ou en tant que prestataire. Évidemment, ça ne concerne pas les gens qui avaient pris un statut salarié. Je vois plusieurs questions sur les conseils en RC Pro parce qu'il y en a beaucoup. Il faut savoir, alors c'est sûrement le cas chez Friandise, il faut savoir qu'à l'association, on a plusieurs RC Pro. Il y en a une qu'on a carrément développée avec un courtier et une assurance, qui est une assurance qui est logotypée freelance de l'événementiel, qui a été à un prix négocié et qui a été modifiée sur les besoins des freelances de l'événementiel. Donc elle coûte 289 € par an, me semble-t-il. Donc n'hésitez pas à aller à l'assaut. Je vais vous dire, l'adhésion de l'assaut, rien que pour la RC Pro, ça vaut le coup, puisque la même RC Pro, elle coûterait 500 ou 600 si vous la prenez tout seul. Et par le biais de l'assaut, elle coûte 290 balles. Donc ça couvre même votre adhésion si vous la rajoutez. Et en plus, ça nous file 7% à l'association Participation. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a d'autres solutions de RC Pro. À l'assaut, je sais dans une page où on essaie de ne pas voter que pour notre paroisse. Et donc, on a présenté d'autres RC Pro, par exemple avec Alliance. Il y en a une qui est très bien et qu'on a développée avec... on a une très bonne relation avec Alliance à l'assaut. Et du coup, voilà, on a proposé aussi d'autres solutions pour aller voir. Vous pouvez prendre conseil ailleurs. J'imagine que chez Friandise, vous avez aussi des sources d'informations. Nous, on travaille. Alors, on n'a pas de commission parce que c'est interdit, mais nous, on parle beaucoup de WeMind depuis toujours parce qu'on est des start-upers on a démarré à peu près en même temps et je les connais bien. Et c'est vraiment des assureurs dédiés aux indépendants. C'est assez pratique, c'est assez bien fait. Ils font la mutuelle, la RC Pro. Ils font tout en fait. Ils font des choses sur mesure et ils ont même un CE, ce qui est cool. Donc on peut aussi avoir des places de cinéma moins chères. La difficulté que je rencontre, pour pas rester une heure sur la RC Pro, mais qui est un sujet souvent essentiel, c'est que souvent ces RC Pro ne sont pas spécialisés pour les métiers de l'événementiel. Ce sont souvent des RC Pro qui sont destinés à l'audiovisuel, aux médias ou à des métiers qui sont assez connexes aux nôtres, mais qui ne sont pas spécialisés sur la réalité de nos quotidiens.
un directeur technique ou un régisseur n'a pas les mêmes risques qu'un chef de projet, qui n'a pas les mêmes risques qu'un graphiste, tu l'as cité, Élise. Et donc, c'est vrai que c'est bien, puisque je sais que moi, on m'avait conseillé à l'époque des RC Pro, sur lesquels c'était marqué, bah, t'as pas le droit de faire de feu d'artifice, t'as pas le droit de recevoir plus de temps de public. Je dis, du coup, il y a bien mes métiers dedans, mais en fait, ça ne correspond pas à mon quotidien. C'est-à-dire que je n'entre jamais, en fait, dans cette condition-là. Donc, vraiment, le conseil ultime, je sais que c'est chiant, mais il faut la lire. Il faut se la taper une fois, mais en fait, il y a 2-3 fois où vous allez dire, OK, en fait, les clauses exclusives sont exactement la description de ce que je fais au quotidien. Et donc, ça veut dire que là, il y a un problème. Donc, en reparler à votre assureur ou aller se rapprocher d'une RC Pro qui a été un peu packagée, comme celle qu'on propose à l'assaut ou une autre, peu importe. Encore une fois, nous, il n'y a pas d'objectif de vente, hein, c'est une association. Donc, allez vous renseigner ou en parler avec vos pairs, ou peut-être à des seniors autour de vous qui ont déjà peut-être un peu de bouteille sur le sujet. Mais non seulement il en faut une, mais en plus, il faut se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, parce que les assurances s'en fichent. Vous vendront l'ARC Pro audiovisuel ou qui ne correspond pas forcément à votre quotidien. Donc, on a évoqué RC Pro, mutuelle et prévoyance. Tu as évoqué de mettre de l'argent de côté et tout ça. Et donc, oui, il y a les complémentaires retraite, tout ça. Et qu'est-ce que… Alors, il y a des PER, ce qu'on appelle les plans épargne retraite. Je vous conseille d'en prendre tout de suite. C'est des choses qui peuvent être, qui vous seront redistribuées en capital au moment de la retraite, soit mensuellement, soit sous forme de capital. Vous avez aussi la possibilité en fait, c'est un capital que vous pouvez aussi débloquer si vous achetez votre maison, par exemple. Donc, c'est peut être intéressant. Après, vous allez payer des impôts dessus. Alors, attention, hein, parce que vous allez payer sur le capital que vous avez investi, vous allez être assujetti à l'impôt sur le revenu. Sur la partie où vous faites des bénéfices, vous aurez 30% de flat tax. Donc, c'est à prendre en compte aussi. Si vous avez mis beaucoup de côté, sachez que si vous voulez vous le verser pour faire un apport, par exemple, vous allez être imposé dessus. Donc, c'est à prendre en compte. Mais ça vous fait un petit capital pour l'avenir. Je sais qu'il y a un simulateur qui s'appelle Caravel.fr qui permet de savoir si je cotise, combien ça me rapporte. Moi, ma question, je ne comprends toujours pas. Et la question que je me pose toujours, c'est est-ce que si j'investis 100 € aujourd'hui, c'est 100 € de… Enfin, est-ce que ce sera 100 € de dans 25 ans? Parce que 100 € de dans 25 ans, ça n'est pas du tout la même… Enfin, donc, j'ai toujours pas cette réponse, mais je crois que malheureusement, c'est le cas. C'est-à-dire que si on met 100 € et qu'il vous annonce que vous aurez 100 € par mois en plus, ça veut dire que ce sera 100 € d'aujourd'hui. Donc, pas valorisé, alors que… Pas valoriser l'inflation au minimum? Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si ça correspond. Ça pose la question peut-être à votre banque. Je sais que ça peut se faire directement par le biais de eux-mêmes ne sont pas vraiment capables de le dire. Moi, j'ai posé la question et ils ne savent pas vraiment dire… Enfin, bref. Et donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt de miser sur des choses qui prennent de la valeur et à savoir, à mon sens, l'immobilier. Et donc, moi, je suis plutôt sur un investissement dans la pierre. Tant que vous pouvez le faire, soit avec votre entreprise, pourquoi pas. Vous pouvez aussi acheter des bureaux, faire des bureaux partagés, par exemple. Et ça permet de les payer, de le rentabiliser rapidement. Et surtout, si vous êtes en région, ça peut être quelque chose de facile à faire, plus compliqué à Paris. Et investir pour soi, donc se rémunérer pour pouvoir investir dans son propre appartement pour à la retraite, ne pas avoir cette charge-là. Ça tombe sous le sens, mais quand on est à Paris, par exemple, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir acheter son appartement. Donc, essayer de trouver un investissement annexe à faire. Je vous dis, soit des bureaux, soit carrément d'investir dans un petit bien immobilier à côté pour pouvoir le revendre et vous faire un capital pour la retraite. Ce sont des choix qui sont personnels. Il y a encore d'autres biens. Il y en a qui préfèrent le risque avec de la crypto. Il y en a qui veulent faire des investissements dans l'entreprise. Il y a des milliards de moyens. Mais le conseil sur lequel on se retrouve évidemment, c'est de constituer vous-même votre retraite. On cotise moins, surtout si vous êtes entrepreneur. Là, vous êtes cotisé carrément pas, sauf que vous versez des salaires, mais il faut bien voir avec votre expert combien. On fonctionne par mission et donc on ne cotise pas tous les mois comme quelqu'un qui est en salariat et tout ça. Et donc la retraite, c'est celle que vous constituez vous. Il y a beaucoup de freelances qui regrettent d'avoir compris ce sujet trop tard et d'avoir commencé à investir dans une complémentaire à 45 ans, 50 ans. Donc, je vous conseille, plus vous êtes jeune, plus c'est un peu intéressant de commencer ces petites choses-là. Parce qu'à 30 ans, on pense pas trop toujours à ces sujets-là. Et quand on a 50 ans et qu'on sent que finalement, c'est là un avenir finalement qui devient proche, et on se dit, merde, comment je vais me démerder à la retraite? Et je veux pas devoir cotiser jusqu'à 70 ans, 75 ans pour avoir une retraite correcte. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont finir comme ça, devoir travailler très tard. Donc, se constituer un patrimoine dans le métier freelance, c'est un indispensable. Il faut penser à cette composante-là. Si vous êtes intermittent ou CDDU, vous êtes en fiche de paye, donc vous cotisez sur vos fiches de paye, mais pareil que pendant les missions. Et donc les missions sont courtes, à moins que vous bossiez vraiment toute l'année, dans ce cas-là, pas de souci, ça ressemblera à un salariat. Mais si vous faites des missions par-ci par-là, vous cotisez potentiellement moins que quelqu'un qui est
Je crois qu'on ne cotise pas à la retraite au chômage. Ouais, quand même. Peut-être pas beaucoup, mais… Oui, je ne pense pas qu'on cotise beaucoup, surtout que Moi, maintenant, c'est 60%, etc. Donc j'aime bien rappeler, faire une petite piqûre de rappel sur pourquoi en fait les entrepreneurs ne cotisent pas beaucoup à la retraite. Le statut d'entrepreneur en France, il a été constitué pour, par exemple, des agriculteurs ou des commerçants. Donc des gens qui avaient des choses à vendre derrière. C'est-à-dire qu'à la retraite, ils vendaient leurs terres et ça garantissait leur retraite. Un commerçant, il avait une boutique, il vendait sa boutique et ça lui faisait sa retraite. C'est comme ça en fait que l'entrepreneuriat s'est constitué en France. Sauf que nous, en tant que freelance, en tant qu'indépendant, on n'a pas de fonds de commerce, d'accord? On n'a pas de patientèle comme des médecins qui peuvent revendre une patientèle. Ça n'existe pas. On ne peut pas revendre ses clients à d'autres freelances. Donc, ce patrimoine-là, cette chose-là, c'est à nous de la constituer. C'est en ça qu'on dit que c'est important de penser à ça avant. Et comme tu le dis, d'y penser tout de suite. Même moi, je crois que j'ai commencé à cotiser, je pense, en 2013. C'est ma banque qui m'en avait parlé, moi. Et donc, le PER, je l'ai ouvert avec ma banque il y a quelques années. Et très franchement, très bon investissement. Je crois que j'ai fait plus de 25%. Donc, c'était un bon investissement. J'ai pris tout ça aussi, hein. RC Pro, mutuelle, prévoyance, complémentaire retraite, achat d'appartement si vous en avez les moyens ou à partir d'un certain moment dans votre carrière. Mais plus vous constituez tout ça, plus vous êtes tranquille pour vous, votre famille, vos enfants et même votre future retraite. Parce que la retraite, voilà, encore une fois, qu'on est jeune, on n'y pense pas. Mais en fait, on a 20 ans, 30 ans de vie à la retraite avec un salaire qui est plus un salaire de travail. On veut profiter et croyez-moi, c'est bien d'y penser avant. Toute petite digression avant de passer à la partie suivante sur plusieurs questions qui posaient la question de comment intégrer l'association. Je suis ravi qu'elle vous intéresse. L'association obtient ce système de cooptation pour garantir que les gens qui sont à l'intérieur sont freelance et sont dans l'événementiel. C'est les deux garanties qu'on est obligé d'assurer pour entrer à l'association. C'est comme ça que ça a été voulu. Peu importe si vous connaissez personne à l'association, on a un système où vous inscrivez, vous demandez une cooptation, et si au bout d'un certain temps dans la liste de cooptation, personne n'est venu cliquer personnellement à votre nom, on vous appelle. Et on vous pose quelques petites questions pour bien comprendre ce que vous faites dans la vie, votre statut, est-ce que vous êtes freelance, est-ce que vous êtes vraiment à l'événementiel, et hop, on vous coopte par la suite. Donc c'est juste qu'on est une association, donc on n'a pas d'objectif et on se force pas à répondre dans la minute. Ça prend du temps parce que c'est que du bénévolat, mais ça va arriver. Inscrivez-vous et voilà, dans le mois, les 2 mois qui arrivent, vous serez forcément contacté par notre équipe adhésion qui fait du bon travail. Donc, je ne peux pas vous dire combien de temps parce que ça dépend des périodes. Il y a des périodes où les freelances travaillent beaucoup, on le sait, et du coup, on a beaucoup moins de dispo pour gérer ces choses-là, et des moments où on a du temps libre, et à l'inverse, on a beaucoup de bénévoles qui se mettent à passer tous les coups de fil, et on vide notre liste de cooptation en passant plein de coups de fil. Donc, ça se fait vraiment petit à petit. Voilà. Donc, nous, on travaille beaucoup sur le système de cooptation pour essayer de l'améliorer, pour le fluidifier. On est passé de 2 cooptants à 1 cooptant pour simplifier ça. On fait des appels plus réguliers et on essaie d'améliorer ça, mais on tient toujours à ce système. Mais ne croyez pas que c'est pour fermer, etc. Si vous connaissez personne, au contraire, vous êtes plus que bienvenue à l'association. Vous allez voir, ça garantit aussi un peu la qualité des gens qu'on a à l'intérieur, ou en tout cas le fait qu'on ait des sujets communs. On a déjà tellement de différences de métiers et de statuts que c'est important d'avoir au moins un groupe de gens qui font un peu la même chose. Et ça permet d'éviter aussi des gens qui viennent faire de la publicité pour des entreprises, pour autre chose, etc. Est-ce que je peux juste moi dire par rapport à Friandise? Alors nous, elle est ouverte à tout le monde, la plateforme, mais tout le monde ne peut pas postuler. C'est-à-dire que nous, on est payé pour en fait faire du recrutement. Et donc, tout le monde peut s'inscrire et on a toujours considéré qu'il fallait que ce soit ouvert parce qu'au début, on nous a dit, mais pourquoi tu ne prends pas que les meilleurs, les cadors, etc. Alors déjà, parce que qui est cador de quoi et puis ça veut dire quoi. Et nous, on a des clients qui viennent de partout, des assos, on en parlera plus tard, hein, mais des typologies de clients qui sont très divers et donc avec des besoins qui sont très variés. Et un cador pour une catégorie ne sera pas du tout cador dans l'autre pour une autre typologie de clients. Donc nous, on est ouvert, mais en revanche, notre travail, c'est le recrutement. Donc, quand on postule sur Friandise, on n'a pas forcément sa candidature qui est validée. Et ça a eu beaucoup de questionnements aussi sur ce point-là. Mais c'est normal, c'est notre plus-value à nous, c'est de envoyer la personne qui correspond le mieux. Et quand on dit correspond le mieux, c'est vraiment en termes de métier, de compétences. Et ça, on va en reparler après. Et c'est peut-être le lien vers le point suivant. C'est important de postuler quand on correspond. Et sur Friandise, on le rabâche, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir le mieux travailler. Voilà pour la petite parenthèse. Comme d'habitude, la transition est parfaite, et donc on attaque la deuxième grosse partie qui est non, c'est incroyable, quel talent, faire ça toute ta vie.
La question du business et du développement du business. Donc, on a vu voilà comment se structurer, le statut, un petit peu les choses, ou en tout cas vous mettre des graines en tête sur les choses que vous avez peut-être zappées ou pas, sur lesquelles vous vous êtes dit tiens, j'ai peut-être pas assez réfléchi sur ce point-là. Maintenant, c'est une fois qu'on veut travailler, et donc plusieurs sujets. C'est comprendre sa cible, comprendre son positionnement, comprendre est-ce qu'il vaut mieux que je vende un métier, plusieurs métiers, comment marketer justement ce que je fais ou pas, ce qui est apprécié ou non en général des employeurs. Donc, si on va dans l'ordre, d'abord, le premier sujet un peu chapeau, c'est comprendre sa cible. À qui est-ce qu'on vend notre activité principale? Est-ce que je vends mon agence? Est-ce que ma cible, ce sont des agences? Est-ce que ma cible, ce sont des directeurs de production qui montent leurs équipes, des directeurs logistiques? Est-ce que ce sont directement des annonceurs, etc. Est-ce qu'on peut mutualiser plusieurs cibles ou pas? Si tu veux, Alors, là, on a abordé le département comptable, d'accord, donc toute la partie mon statut. Là, on rentre dans le département marketing. À savoir qu'en marketing, il faut un produit, et là, le produit, c'est vous. Le produit d'un freelance, c'est son temps passé, multiplié par sa compétence, multiplié par sa personnalité. D'accord? Moi, je considère vraiment ces 3 facteurs-là, et c'est ça qu'on va aller vendre. Et une fois qu'on sait qu'il faut vendre ces 3 choses-là, c'est les 3 choses sur lesquelles il va falloir travailler. Donc, à savoir mon expertise, ma compétence. Ce qu'on se dit souvent ensemble avec Maxime et FDLE, c'est que souvent, on se rend compte qu'il y a des freelances qui ne savent même pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que chef de projet événementiel, c'est tellement vaste qu'en fait, les gens arrivent et nous disent « je suis chef de projet événementiel ». Et alors, ce qui est alors je vous le conseille à éviter, moi, ça me plaît pas trop. Et qu'on me dise « je fais un projet de A à Z ». non, mais je suis Alors, complètement d'accord. c'est peu connaître notre métier que de dire je fais un projet de A à Z. C'est quoi A, c'est quoi Z? Je suis désolée, mais est-ce que tu fais du contenu, de la scénographie? Est-ce que tu fais des plans? Non, l'important, c'est de savoir dans l'événementiel qu'est-ce que je sais faire. C'est quoi, moi, mon domaine d'expertise? On a la chance d'avoir des métiers qui sont niches en plus. Donc, qu'est-ce que je sais faire? Parce que si je postule à des choses qui sont de la chefferie de projet parce que je crois que je suis chef de projet et que nous, chez Friandise, on n'arrête pas de dire non, tu ne corresponds pas, mais arrête de postuler parce qu'en fait, ton profil, toi, tu fais de la logistique. C'est ça ton métier. Mais tu as l'impression que c'est de la chefferie de projet parce qu'il y a la chefferie de projet dedans. Mais ton métier, c'est la logistique. Et c'est important de savoir ce qu'on fait, de comprendre vraiment les métiers. Alors, je sais que vous avez fait des fiches de poste, des fiches métiers sur le site de FDR. Et je pense que c'est bien de se renseigner, si on ne sait pas trop comment se positionner, d'aller voir qu'est-ce qu'inclut toutes ces fiches de poste-là. Alors, Un tout petit mot, si tu veux, juste les ouais. décrire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni des gens de la même corporation, ce qu'on appelle la corporation, c'est-à-dire le même métier, des gens qui sont directeurs de projet, directeurs de prod, chargés de prod, assistants de prod, directeurs photo, etc., topper, un régisseur, ce que vous voulez. On a une 50aine de corporations qu'on a réussi à réunir, donc que des gens entre eux, qui ont écrit leur propre fiche de poste de qu'est-ce que c'est leur métier, c'est quoi les fonctions de cette personne, qu'est-ce qu'il faut comme compétences pour le faire, comment il s'inscrit dans une organisation événementielle, etc. Et elles sont en libre accès. Vous pouvez aller sur le site des freelances, adhérents ou pas adhérents. Celle-là, c'est sur la page publique. Vous pouvez télécharger nos fiches métiers. C'est quelque chose de super intéressant. Ça a été créé, encore une fois, par les gens qui pratiquent ces métiers. Il y en a une 50aine. Ça nous permet aussi d'évangéliser un petit peu auprès des écoles, des annonceurs ou des agences pour bien que eux aussi comprennent que si tu m'embauches en assistant de prod, je suis pas censé te faire le plan, je suis pas censé te faire ci, je suis pas censé te faire ça, parce que ce sont des métiers spécifiques, parce qu'on a beaucoup de jeunes aussi qui se font un petit peu, de pas secouer par une agence, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. C'est pas mon métier, en fait. Tu m'as embauché en logisticien, donc je vais pas te faire la conduite technique du spectacle. Donc, une compréhension pour vous, mais il y a une compréhension aussi. Donc, je vous conseille, les fiches métiers, moi je les utilise très régulièrement face à mes annonceurs ou à mes écoles pour leur expliquer un petit peu le contenu de mon métier et qu'ils ne m'attendent pas comme chef de projet. Des fois, ils m'expliquent qu'est-ce que vous entendez par chef de projet? Ah, faut qu'il fasse le budget, puis que sur le terrain, il m'aide à construire les trucs. D'accord, donc il faut un prod et un régisseur. En fait, pas du tout un chef de projet, puisque le chef de projet va être dans l'organisation, de la diplomatie, du contenu, de la stratégie, etc. Et donc, bref, il y a une vraie incompréhension, particulièrement dans les métiers un petit peu tête, qui sont un peu plus transversaux, comme le chefferie de projet. Tout à fait raison. Et dans la chefferie de projet, il y a des spécialités en plus. On peut être contenu, on peut être logistique, on peut être chef de projet prod. Donc, c'est important de savoir déjà, de comprendre qu'est-ce que moi j'aime faire. Là, j'ai adoré, j'ai un freelance qui m'a envoyé un mail en me disant voilà les projets sur lesquels je veux me positionner.
Voilà les projets sur lesquels je ne veux pas qu'on me positionne. Et voilà les projets sur lesquels j'aimerais bien, mais j'ai pas la compétence, mais j'aimerais bien y aller. Et je trouve que c'est intéressant de savoir aussi les projets sur lesquels on a envie d'aller et les métiers qu'on sait faire et voilà, des choses qu'on veut plus faire, quoi. J'aime bien, je me suis retrouvée à faire du protocole, mais j'ai détesté ça. Je veux absolument plus jamais faire ce genre de choses. Donc il faut apprendre à se connaître et à voir quelles sont les compétences qui, moi, quand on fait appel à moi pour ces compétences-là, je me sens épanouie et à ma place, quoi. Donc, c'est important de capitaliser sur ces compétences-là et arrêter de dire je fais tout parce qu'en fait, faut arrêter avec dire je fais tout. Alors, j'allais exactement là-dessus. Je remarque un biais, donc je vais donner un avis tranché, mais j'ai l'impression que du coup, on va avoir ces mêmes sentiments. Un freelance qui bosse peu, ou qui veut créer son réseau, a tendance à afficher un grand nombre de compétences. Je suis slasher, je fais du projet, de la prod, de la logistique, du tout ça. En se disant, je vais taper plus large et donc je peux répondre à un panel de missions plus grand et du coup avoir un nombre de propositions plus grand. Je vais vous dire que dans la tête de la plupart des agences et des freelances, c'est l'exact contraire qui se passe. Si tu fais tout, c'est que tu es un peu bon en rien. Quelqu'un qui a fait 20 ans que de logistique, il est bon en logistique. Quelqu'un qui a fait 20 ans de un peu de prod, un peu de logistique, un peu de terrain, en fait, il a fait que 5 missions finalement de logistique sur les 20 ans. Donc, c'est un moins bon logisticien que quelqu'un qui a 20 ans de logistique. Je pense qu'il y a un biais. C'est moi, j'aurais tendance à dire, le but pour un freelance, si vous voulez bosser plus, c'est de vous rendre unique et donc de s'ultra spécialiser. Parce que si demain, je veux quelqu'un qui fait de la base de données technique de sortel de flux, par exemple, je sais que c'est lui. Il est identifié comme ça, il ne vend que ça. Il y a des gens aujourd'hui qui se spécialisent dans l'IA, des gens qui machin. Donc, on peut avoir plusieurs panels. Un freelance, il a aussi le choix de dire, voilà, moi, je suis directeur de prod, je sais que j'aime bien faire un peu de topage, parfois un tout petit peu ça, mais ce sont des activités très annexes et je ne mets en avant en général que ma compétence de directeur prod dans certains type de métier. Je sais que je suis bon en grand public, je suis bon en ça, mais je ne vais pas aller vendre du salon, du machin, du truc que je n'ai moins fait. Je sais que j'ai la méthodologie qui me permettrait de le faire, mais je me vends comme spécialiste de telle ou telle chose. Je suis identifié là-dedans. Et ensuite, les gens, quand ils vous connaissent, ils vous donneront d'autres missions parce qu'ils verront que vous pouvez faire d'autres choses. Mais je pense que c'est un vrai biais. Est-ce que tu partages ce biais, Alors, Alice? oui, mais je pense que nous, on est très agence et les FDLE sont très agences. Vos clients, c'est des agences, des grosses agences. C'est vrai. Quand je rebondis sur ce que Méla dit, elle a raison en fait aussi. C'est-à-dire que il y a des fois la polyvalence, et ça vient contredire ce que je dis parce qu'en fait, ça dépend de vos clients. Mais c'est vrai que les clients agences vont attendre des ultra spécialisations, voire chef de projet prod ou des choses mais assez réduites, chef de projet log, enfin des bicompétences, on va dire. Mais avoir un panel 360, ça peut être utile pour certains clients. C'est-à-dire que si je me retrouve avec des petites structures, d'être dans des toutes petites agences, oui, la polyvalence, là, elle va être hyper importante. Mais vous ne serez pas non plus un scénographe et vous ne serez pas non plus, quand je dis de A à Z, il y aura besoin quand même de compétences. Vous ne pourrez pas tout faire parce que vous risquez de mal faire. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais pour des petites assos, par exemple. Quelqu'un qui est multicompétent, souvent, c'est des petits projets. Voilà. Si vous avez ambition de monter en compétence, de prendre des plus gros salaires ou des plus gros projets, il faut en général spécialiser, ce qui est normal. Une structure hiérarchique augmente, la pyramide augmente, et donc les gens sont de plus en plus spécialisés. Vous voulez être spécialiste de ça sur des gros projets qui vous intéressent, les JO, les machins, vaut mieux afficher une compétence très précise sur laquelle vous êtes vraiment fort, et vous irez forcément être un maillon intéressant d'un projet avec beaucoup d'organisations. Si c'est un projet qui est organisé par 2 personnes, effectivement, ils devront faire à la fois le budget, à la fois la technique, à la fois la régie, à la fois machin, et donc c'est bien d'être un petit peu multi. Mais c'est en général plutôt des métiers sur des plus petits projets, ce qui peut être un choix personnel aussi, de pouvoir faire des projets. Oui, parce que si on vous demande de faire un budget sur un petit projet, ce sera jouable à peu près de faire un budget parce qu'il n'y aura pas beaucoup de postes et tout. Dès lors qu'on va avoir un budget plus important avec des gros dispositifs logistiques, avec des gros dispositifs scénographiques, là, en fait, même si vous savez faire du budget, vous aurez besoin quand même d'une compétence annexe. Donc, c'est en ça qu'on dit, ça veut dire que vous êtes à même de piloter des DIRPROD dès lors que vous savez un petit peu faire du budget. Il y a des chefs de projet qui n'ont jamais fait de budget, par exemple. Donc, ça existe. Qui n'ont jamais fait de la recherche de lieux ou qui font pas de reco. Enfin, voilà. Donc,
Il faut trouver sa spécificité et dire, moi, ce que j'aime, c'est ces missions-là, ces postes-là, j'aime la reco, j'aime pas ça, j'adore la prod, je veux faire que de la prod, je déteste le corpo, j'adore le sport, j'aimerais bien aller vers du festival ou ce genre de choses. Essayez déjà de cibler un peu vos projets et ça va vous permettre aussi d'aller chercher le client. Et alors, quel client on va aller cibler? Ça va dépendre des typologies de clients que vous avez. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle en marketing un persona, c'est-à-dire à qui je vais devoir m'adresser pour aller proposer mes services. Et donc, le persona, c'est un peu le portrait type de ton client idéal. Donc, par exemple, en agence, si c'est une grosse agence, c'est une directrice de trafic qui va avoir besoin de rencontrer un maximum de monde. Comment est-ce qu'elle cherche? En général, elle cherche plutôt sur LinkedIn. Donc, il va falloir aller sur ces réseaux-là pour la contacter. Mais ça peut être aussi un directeur d'une petite agence qui, lui, est aussi beaucoup sur LinkedIn, mais qui fait beaucoup de veille sur Instagram, etc. Donc, le biais pour le contacter, ça va être ça. Mais qui fait aussi beaucoup de salons. Qui est régulièrement sur Event. Donc, ça veut dire que c'est des gens qu'on va aller chercher à contacter par ces biais-là. Mais on va aussi avoir, par exemple, des annonceurs. Et les annonceurs, ça devient plus compliqué parce que l'annonceur, le freelance, il est soumis au service achat, souvent. Et il faut passer par des plateformes souvent référencées pour pouvoir réussir à rentrer chez ces annonceurs. C'est plus difficile, on va dire. Donc, le client type, ça va être la responsable du pôle événementiel de telle personne, mais contact difficile parce que LinkedIn, parce que elle croule sous les demandes et les contacts, etc. Donc, oui, alors LinkedIn, c'est la vie. On voit que tu es influenceur, donc LinkedIn, donc on voit très bien de quoi tu parles, Benoît. Oui, LinkedIn, il faut vraiment. On va parler après des moyens de se marketer. Ouais. Nous sommes bien sur d'abord. Donc, le choix de la cible, c'est important puisqu'on ne va pas vendre la même chose. Donc, on a dit en fonction de vos spécialités, en fonction de la personne à qui vous allez le vendre. On est d'accord, hein, parce qu'un dire prod, il sera par exemple moins touché sur LinkedIn, Benoît. Tu vois, un assistant de prod, sur LinkedIn, il y a peu de dire prod qui sont très connectés. Quand toi, tu veux vendre de l'événement à un annonceur ou à des patrons d'agence, oui, tu vas y arriver avec LinkedIn. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Un assistant de prod, c'est pas sur LinkedIn que je les recrute. Il y a d'autres moyens pour dire prod. Typiquement, on va en parler, mais l'association, etc. Donc, on va parler peut-être des moyens de se marketer après, mais c'est d'abord cibler votre cible. Est-ce que ceux qui vous font bosser sont des prod, sont des dialogues, sont des agences, sont des annonceurs, sont des chefs de projet? Et il y a un discours qui est différent. Choisir son métier, celui qu'on met en avant. Peut-être savoir si on veut faire des petits projets, donc multimétier, on l'a dit, ou plutôt se spécialiser pour se rendre unique, indépendant, identifié, en fait, sur une compétence. Voilà, il y a des gens qui sont identifiés. Je fais ce sujet-là, je suis spécialiste, donc je suis identifié. Dès qu'on pense à ce sujet-là, on pense à mon nom. C'est le premier qui sort. Et on a aussi un problème, moi, que je vois beaucoup et que tu dois retrouver aussi, c'est la survente. Je trouve qu'il y a il faut faire très, très attention à ça. Encore une fois, il est très facile de se griller dans ce métier-là parce qu'on peut avoir des opportunités, surtout à des moments, type des mois de juin, où il y a une suractivité, etc. Et donc, accéder à certains postes qu'on n'a pas pu avoir avant. Mais des fois, il suffit de se tromper une fois pour avoir un mot qui circule très rapidement, pour perdre une agence, pour perdre un certain moment. Donc, il faut aussi avancer un petit peu avec attention. C'est quelque chose que tu rencontres aussi, Elise? Oui, alors nous, on fait très attention à ça. De toute façon, on a un budget côté client et nous, on fait forcément, de toute façon, les gens qui seront trop chers, nous, du coup, par rapport au projet, on leur dit désolé, mais tu ne corresponds pas, en fait, en termes de tarifs. Dans l'appréciation de son propre produit, il y a effectivement mon métier, mon tarif, ma personnalité. Donc, pour cette partie, mon tarif. Donc, pour le déterminer, il suffit d'aller voir un peu à combien sont les autres et surtout savoir valoriser ses compétences spécifiques. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez la maîtrise d'un logiciel en particulier, vous parlez anglais, vous avez des petites valeurs ajoutées. Troisième partie, ça. Ah, non, non, pourquoi? Oui, c'est ce qu'il on a dit. Oh non, mais je voulais juste parler de la valorisation des compétences. C'est quelque chose qui va rentrer en compte quand vous allez déterminer votre tarif et surtout si en face, vous avez exactement la bonne demande. C'est pour ça que chez Friandise, on dit postulez si vous correspondez parce que c'est là que vous pourrez facturer le plus. C'est-à-dire que plus vous correspondez au profil, plus vous allez pouvoir dire à votre client, oui, mais je suis la personne parfaite, je suis peut-être un peu chère, mais
c'est moi de toute façon. Donc, je vais te faire gagner du temps parce que je connais le produit, je connais le projet. Donc, ma valeur, elle est à 550, alors que peut-être j'aurais peut-être pas pu me vendre autant, mais là, tu cherches une compétence qui maîtrise le logiciel, qui parle anglais, je suis désolée, mais je remplis toutes les cases. Donc, c'est le choix de spécialisation, je suis d'accord. Et on pense aux compétences au logiciel, je pense aussi aux typologies d'événements. Aux Les événements, typologies. on n'est pas bon dans tous les trucs. C'est-à-dire que je ne peux pas être scénographe et être un bon scénographe. Je peux pas être, moi, je ne dis pas que je suis un excellent dire-prod. Je suis un excellent dire-prod dans 2-3 typologies d'événements que je maîtrise parfaitement. Un événement grand public, je sais que je maîtrise. Tu me donnes demain un salon, j'arriverai à le sortir le salon, il n'y a pas de problème, j'ai de la méthodologie qui me permet de le faire, mais à la fin du salon, je vais me dire, tiens, la prochaine fois que je fais un salon, je commence par ça. Autant embaucher directement un dire-prod qui sait faire du salon, qui a de la méthodologie pour faire ça au mieux. Et donc, on oublie des fois cette spécialisation par typologie d'événements et pas que par compétences métier ou par secteur de niche. Si vous allez sur ce genre on affiche souvent spécialistes en événements, telle typologie. Voilà. Si vous voulez aller sur des projets qui ne vous correspondent pas, sur lesquels vous n'êtes pas forcément très à l'aise et tout ça, en fait, ce qu'il va falloir que vous preniez en compte, c'est de baisser votre tarif parce que vous ne pouvez pas vous vendre aussi cher que quelqu'un qui maîtrise le sujet à 100%. Et c'est là que la survente, et la surpromesse, elle est dangereuse. C'est parce que si vous vendez à 750 €, alors, bon, c'est peut-être beaucoup, hein, à 550, on va dire, c'est déjà pas mal. Sur un projet, il y a une promesse derrière. Il y a une promesse de tu vas gérer, je vais te laisser en autonomie sur le projet et tu vas me faire gagner beaucoup d'argent et tout ça. Si tu ne maîtrises pas le projet, un petit conseil, accepte des fois la négo du client. Tout simplement parce que lui, il va te former, en fait. Tu vas faire tes armes sur son projet quand même. Et donc, il ne faudrait pas qu'il paye pour ton amateurisme, entre guillemets, et qu'il paye ta phase d'apprentissage. Donc là, il faut apprendre à se repositionner. Ce qui est bien, c'est que la fois d'après, quand vous direz voir un autre client en disant j'ai fait un salon, vous saurez. Et là, vous pourrez augmenter votre tarif, voire être encore plus cher qu'avant parce que vous aurez la spécialité. Donc, c'est hyper important, des fois, d'accepter de ne pas être à votre tarif et peut-être de jouer avec votre TJM si c'est pour aller sur des projets. Par exemple, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, elle avait envie de faire du festival. Bon, elle n'y connaît rien, mais elle a envie d'y aller. Une bonne façon de choper un client, c'est vas-y, moi, je viens avec tout mon background et tout ce que j'ai fait avec d'autres clients. Tu me prends à moins cher sur ce projet-là et moi, tu t'acceptes en même temps que je ne sois pas un ultra pro sur le sujet. Mais on va apprendre les uns des autres. Je donne exactement le même conseil. Votre atout dans ce cas-là, ça devient d'être pas cher. Mais c'est bête, en fait, c'est de trouver un atout qui fait que on ne vous regrettera pas, d'accord, de vous avoir confié cette mission. Soit vous vendez comme expert, et dans ce cas-là, il ne faut pas décevoir. Et encore une fois, les mots circulent très vite, des fois entre dire-prod, entre agences, entre choses. Donc, faire attention à ne pas se griller les ailes. Et en même temps, si vous voulez faire une bascule, donc je vois qu'il y a pas mal eu de remarques sur cette problématique de la bascule. Hein. Glazy disait, en fait, c'est un peu en fonction des opportunités, finalement, ma spécialisation. Si on me propose que du corpo, moi, je deviens spécialiste corpo de fait, alors que c'est pas vraiment mon but. Et il y a une autre personne qui réagissait, je crois que c'est Simon, qui dit moi, je suis catégorisé comme régisseur, comment je fais pour passer au bureau, par exemple, ou pour aller faire d'autres missions. Donc, ce glissement, il n'est pas facile à faire, mais on a déjà partiellement répondu, en fait. C'est de vous vendre moins cher, de trouver un avantage pour les agences ou pour vos employeurs, de vous proposer cette autre mission. Si tu veux garder le même niveau de vie que tu as atteint en régisseur, malheureusement, en chef de projet, c'est comme quelqu'un qui a fait 30 ans une carrière de comptable et qui dit, tiens, maintenant, je veux être restaurateur. Il va pas être embauché tout de suite au même salaire, il va redevenir débutant ou il va faire un changement de formation. Chez nous, c'est pareil. Sauf que vous êtes au pilotage de ça. Choisissez votre taux jour, vous choisissez ce que vous affichez sur le réseau et ce que vous vendez. Donc, comme vous êtes au pilotage de ça, on a l'impression que c'est open bar. Mais non, en fait, faut se caler sur la vraie vie. Tu changes de métier, tu changes de compétence, tu redeviens pas cher, tu redeviens débutant, tu deviens modeste sur le poste que tu vas prendre. Et puis, à la première mission, tu vas vite apprendre à te caler. Tu vas dire, OK, j'ai bien fait de prendre un salaire de débutant, donc je remonte plus rapidement, peut-être, je suis pas de lecteur. Ou inversement, OK, je me suis sous-estimé, je peux aller un peu plus fort. C'est important des fois, il faut y aller. Un freelance, il a évolué aussi en acceptant une mission qui est légèrement plus grosse que la précédente, etc. Mais il va falloir bien évaluer ça et puis vendre correctement les choses. Changer complètement de métier, vous les glissez, pas de problème, va trouver un autre avantage. Votre avantage, c'est une connaissance secteur et un tarif pas cher. Et vous allez naturellement créer la bascule avec des gens qui ont déjà confiance dans votre sérieux, etc. Alors, pour répondre à Hugo, oui, on analyse les profils, on peut faire des rendez-vous et des coachings rapides. Hein. On prend 2 heures et on se pose sur le profil des gens et on leur dit vraiment comment se positionner et auprès de qui.
Pour répondre aux grilles tarifaires, j'ai Ouais. jamais réussi à faire des grilles tarifaires, moi. C'est un peu difficile parce que vraiment, ça dépend des clients. C'est-à-dire qu'un client dans certaines agences de région, elles vont te dire que 350, c'est hors de prix. Quand à Paris, on va te dire que c'est pas cher, quoi. Et pour un senior et un junior, enfin, c'est très, très compliqué de faire des grilles de tarifs. Et je rebondis sur les tarifs de Paris qui doivent être plus chers. Je pense que c'est les tarifs de région qui sont moins chers. Euh, et, en- et on peut en plus travailler avec Paris, être moins cher. Enfin, c'est très difficile. En gros, il faut faire avec le budget des clients. En région, il n'y a quand même pas beaucoup d'agences qui font appel à des free à part les grosses villes. Donc, Les grilles, ça a été longtemps un sujet aussi quand on a débattu à l'association, parce que beaucoup de gens le demandaient pour accéder. Il y a plusieurs choses. Un, on n'a pas le droit de faire d'entente, déjà, c'est important de le noter. On ne peut pas écrire des conditions générales de vente, par exemple, de l'assaut officielles et qui sont partagées avec tous les freelances. C'est une entente, c'est interdit. L'autre qu'on a fait, c'est par exemple des CGV, on les a fait à tiroir et chacun vient piocher les parties qui l'intéressent. C'est plus pour donner des conseils. Oubliez pas ça, mais voilà différentes façons de construire votre CGV avec des petits blocs, pour construire votre CGV parfait. Sur les tarifs, c'est la même chose. Et on s'est dit que aussi, ça allait créer un biais assez négatif. Si on dit, par exemple, un DIRPOD, ça va de 400 à 900 euros, et ben les agences vont dire, OK, tu vois bien qu'un DIRPOD, ça vaut 400 euros. Ils vont prendre le tarif le plus bas. C'est une évidence. On l'a marqué dans un document que ça peut baisser jusqu'à 400 euros. Et donc, on sait que ça va créer un biais, en fait, négatif, là où on voulait montrer le panel. Donc, non, vous dites que c'est un sujet assez tabou. Bah, c'est un sujet tabou, mais qui est aussi dans notre intérêt de rester tabou. Et il y a une deuxième règle, c'est que chacun se vend comme il veut. Vous voulez vous vendre à l'heure, vous pouvez vous vendre à l'heure. Vous voulez vous vendre à la journée, vous vendez la journée. Vous voulez vous vendre sur un forfait, vous vendez au forfait. Vous voulez vous vendre sur un gagné-perdu que certains exploitent et que les agences apprécient, vous vendez comme ça. En gros, c'est votre activité, vous êtes freelance, vous êtes entrepreneur, vous marketez votre produit, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un moule. Votre moule va déplaire à certains, il va plaire à d'autres, et donc vous êtes encore une fois dans une niche qui peut vous apporter au contraire une spécificité, une particularité. Il n'y a pas d'obligation de se dire, bah, c'est quoi mon taux jour? Déjà, le taux jour, il y en a qui considèrent que les journées c'est 7 heures, d'autres c'est 8 heures, d'autres ils disent, bah oui, mais quand c'est en exploit, j'accepte de faire 12 heures sans demander plus. Il y en a qui disent 12 heures, bah, c'est une journée et demie. Encore une fois, c'est à vous de marketer votre activité en fonction de ce que vous voulez vendre, au prix où vous voulez le vendre, de la façon dont vous voulez le vendre. Il y a effectivement un modèle qui est assez partagé de je vends de la journée en comptant des heures sur une timesheet, mais il n'y a aucune obligation de faire ça. Il y en a qui militent pour d'autres choses. Créez-vous votre spécificité, votre façon de faire. Encore une fois, nous, à l'ASSO, en tout cas, on n'essaye absolument pas d'harmoniser ces choses-là. Au contraire, on essaie de vous pousser dans la façon dont vous voulez personnaliser ce que vous faites. Plus vous personnalisez, plus vous êtes unique. Et juste pour rebondir sur le gagné-perdu, parce qu'on s'imagine souvent que c'est si je gagne, je facture, si c'est perdu, je facture zéro. Il y a une autre technique qui est de dire si c'est gagné, je fais x2, et si c'est perdu, je facture que 50%. On divise par deux. Comme ça, on Voilà. gagne toujours quelque chose et on fait un gros bonus si on remporte. Exactement. Donc, c'est pas, c'est acceptable aussi. Juste petite parenthèse. Voilà. Non, c'est une bonne parenthèse. Dernier point sur cette partie-là. Bon, on a beaucoup débordé, mais en même temps, c'était dit dès le début, ça allait être les parties les plus intéressantes. Est-ce qu'on a des conseils pour marketer? On a déjà un petit peu abordé le sujet en abordant rapidement LinkedIn, etc. Comment se mettre en avant? Quels sont les moyens? Alors évidemment, il y a les moyens évidents que Élise et moi on va vous proposer. C'est s'inscrire sur la plateforme de friandises et peut-être demander des conseils de quelle manière. Et Élise va nous conseiller comment le faire. Il y a l'association qui marche très bien si vous voulez rencontrer du monde. Si vous voulez rechercher des dialogues et des dirprods, par exemple, ou des chefs de projet, l'association, c'est fabuleux pour ça. Il y a beaucoup d'apéros qui sont faits en région ou à Paris. Il y a les speed meetings organisés, il y a l'Assemblée générale qui est organisée, il y a un canal entier de job opportunities où on se partage nos choses. Moi, la moitié de mes équipes, aujourd'hui, sont recrutées, je l'ai directement dans l'association. On a un lien qui fait qu'on rencontre les gens. Et au lieu de prendre des CV, on voit des gens qu'on a rencontrés. Voilà. Donc, plus de bouche à oreille, plus de moyens de rencontre. L'association est très, très bien pour ça. Alors, juste un petit mot. Ouais, vas-y, dis. Vas-y, non, je t'en prie, un mot sur Friandise et après, on va parler des autres moyens de communication. Non, moi, c'était pas sur Friandise en particulier, mais vas-y, je t'en prie, tu voulais terminer. Non, moi, sur l'association, j'ai fait, voilà. Encore une fois, on fait pas de pub. Nous, on n'a rien à vendre à l'association. C'est une communauté, justement, où on s'aide les uns les autres à faire ce genre de choses. Et donc, on a naturellement, comme c'est une demande des freelances, l'association, elle est ce que demandent les membres. Mais littéralement, parce que vous pouvez venir à l'association, monter quelque chose, si les gens vous suivent, ça, vous êtes supporté par l'association avec du budget, de la communication, etc. Donc, l'association est faite de choses que les gens à l'intérieur de l'association poussent et fabriquent. Et donc, évidemment, un grand sujet, c'est comment augmenter mon réseau, comment trouver les employeurs, comment augmenter mon nombre de missions. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui beaucoup de formations pour ajouter des compétences et beaucoup de sujets comme les speed meetings, les networking, les job opportunities qui permettent du coup de trouver de la mission.
Pour répondre à la question du marketing, comment se présenter, il y a des choses qu'il faut soigner quand même. Parce que, alors je sais qu'il y a plein de freelances qui diront « Ah, j'ai pas fait de CV depuis 1 million d'années, j'en ai pas besoin ». C'est très bien, il y a des gens qui n'en ont pas besoin, c'est très cool. Tant mieux pour eux. En revanche, je pense qu'il y a plein de choses à quand même travailler. Sa page LinkedIn, forcément. Aujourd'hui, c'est un peu indispensable. On parle de vous, on regarde sur LinkedIn. Donc, c'est important d'avoir une page LinkedIn qui est bien renseignée. Surtout, alors, on a tendance à avoir ces missions, à avoir bien détaillé le CDD quand on était en salarié, en CDI, et puis après, freelance. Et freelance depuis 8 ans et avec rien dedans. Donc, c'est important dans cette étape-là de dire qu'est-ce qu'on a fait, pour qui, quelles agences, quels clients, combien avait Pax, quelles étaient mes missions sur le projet. Et moi, c'est toujours ce que je regarde. Donc, il faut que cette partie-là soit bien détaillée, peut-être plus que toute la partie avant, CDI, CDD, moi, ça peut être intéressant, mais c'est surtout toute l'expérience freelance qui va m'intéresser. Un petit descriptif, une photo qui soit une jolie photo de profil professionnel, éviter les trucs langoureux comme ça, pensifs, ou les trucs de loin, etc. Enfin voilà, une jolie photo professionnelle. C'est une des choses qu'on essaye C'est motivé, en fait. Les recommandations LinkedIn, n'hésitez pas à demander à vos clients de vous faire des recommandations LinkedIn après les événements. Nous, on regarde beaucoup et on trouve ça beaucoup plus sincère et pertinent que les lettres de recommandation. Une lettre de recommandation, derrière une lettre de recommandation, il y a une obligation de la personne à qui on la demande de le faire, sinon elle va penser qu'on pense du mal, etc. Quand on demande à notre client de faire un truc LinkedIn, on sait très bien qu'il le fera, il le fera pas. Il y a une sincérité qui est plus forte sur LinkedIn que honnêtement, franchement, les gens qui ont des lettres de recommandation, je les lis même pas. C'est presque fait sous la contrainte, quoi. Ce genre de choses, ça me va pas du tout. Alors qu'on sait que sur LinkedIn, les gens, ils sont hyper sincères, en plus, ils parlent de plein de choses et beaucoup plus humainement, c'est-à-dire c'est une personne facile. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup cette chose-là. N'hésitez pas à mettre aussi tout ce que vous avez fait en bénévolat ou ce genre de choses. Complétez au maximum vos voyages, vos pauses. Enfin voilà. Si vous êtes slasher entre guillemets, pensez à bien formuler votre poste. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous préférez faire. Moi, personnellement, je ne suis pas hyper fan je vais émerveiller vos événements, je ne sais pas quoi, là, tout ça. Bon, je suis pas fanissime de ça, mais chacun fait comme il veut. On sent que c'est un discours qui s'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas l'événementiel. Hein. Donc, c'est un discours Ouais, que voilà. vous pourrez avoir auprès d'un annonceur si vous finissez ces publics-là. Oui. Mais si vous visez un public professionnel, connaisseur du métier, il ne veut pas savoir ça. Il veut dire, moi, je suis compétent en base de données sur tel logiciel, dans tel truc, je suis telle typologie d'événement. Il veut avoir un discours précis parce que si vous visez une agence, elle sait de quoi elle parle. Un freelance, DirProd, etc., il sait de quoi il parle. Et donc, il vaut mieux être direct, droit au but. Je suis spécialiste de ça, je suis bon dans tel logiciel. Et là, vous allez attiser sa curiosité et son intérêt, bien sûr. Je suis complètement d'accord. Les profils slasher, 3 fusées, 2 étoiles, je suis merveilleux, celui-là fait de l'événementiel. Moi aussi, je ne le lis pas du tout. Ouais. Après, moi, il y a quelque chose un outil que j'adore et sur lequel j'insiste, c'est de faire des portfolios. Plus facile à faire que d'ailleurs, on en a parlé, je sais plus si c'est avec toi, mais faire un portfolio par rapport à un site internet. Un site internet, c'est quand même super dur à mettre en place, à mettre à jour, etc. Un portfolio, ça peut être un canevas qu'on dit, voilà, avec un lien ou un lien vers un drive, quelque chose de facile à mettre à jour, qu'on peut mettre à jour à chaque fin de mission. C'est hyper important, le portfolio. Et d'ailleurs, j'en diffuserai un. Là, on est en train de créer un guide un peu à l'image de cette conférence. Et dedans, je mettrai un lien vers un portfolio. Donc je vous l'enverrai. Un portfolio qui dit voilà la mission avec des visuels. On est très visuel quand même dans l'événementiel, que ce soit des créas, les scénos, les événements. Mettez des photos, des visuels des événements. Ça montre un peu la qualité, le niveau d'exigence que vous avez au niveau des événements, parce qu'on peut faire des événements BMW en région pour des concessions et on peut faire des événements BMW pour le siège. Et c'est BMW, mais c'est pas du tout le même rendu d'événement et c'est pas les mêmes compétences qui sont demandées. Vous mettez sur chaque slide un visuel, la mission qui était la mienne, le nombre de PAX, le format, etc. Et un événement, une slide. Et ça marche. Je vous jure que les freelances, les candidats pour lesquels on a des portfolios, ça marche
super bien. Vous avez des modèles et c'est pas un truc de créa ou ça marche pour tout le monde et ça montre aussi votre capacité rédactionnelle, de synthèse, graphique, etc. Donc ça en dit aussi beaucoup d'autres. Ça dit beaucoup. Assez vite, il reste 10 minutes et j'aimerais qu'on aborde quand même rapidement le dernier sujet. Et je vois qu'il y a plusieurs questions sur lesquelles vous pouvez vous renseigner, hein, les recommandations, tapez peut-être la question sur Google. Les droits d'image, bah, évidemment, si vous êtes sous NDA et que vous n'avez pas le droit de parler de l'événement, bah, vous n'avez pas le droit de parler de l'événement, donc prenez un risque à le mettre sur les réseaux sociaux. Si c'est sur un site privé, en général, moi j'ai déjà fait, j'ai jamais eu de souci parce que ça reste dans un cas très privé, sur un site que tu partages qu'à un employeur potentiel, personne ne va tomber sur ton site par hasard. Par contre, si tu commences à afficher sur LinkedIn, j'ai fait toi l'opération alors que tu n'avais pas le droit de le faire, bah oui, tu es répréhensible, c'est un problème. Et ça envoie même un mauvais signal elle ne respecte pas les accords de confidentialité normaux, basiques, etc. Donc, et même quand vous n'êtes pas sous accord de confidentialité, ne pas partager la recette interne et la popote interne. D'accord? Il y a un devoir aussi de respect. Donc, on peut dire, j'ai bossé sur ça, mettre 2-3 belles photos parce qu'on a le droit de le faire. Ce que tu peux faire, c'est faire relire ton poste par ton agence. Hein. Souvent, ils sont pas contre. Hein. Ils jettent un coup d'œil, ils disent, il n'y a pas de problème, tu es même supporté. En plus, ils sont au courant, peut-être qu'ils vont te mettre un like. Enfin, faut pas hésiter à partager. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de contraintes là-dessus en parlant avec mes clients ou directement les agences. Regardez, j'ai fait ce poste, est-ce que ça vous convient? Parce que là, je raconte une petite chose que j'ai vécu pendant la prépa. Est-ce que vous êtes OK pour que j'en parle ou pas? Ben, voilà. En général, les gens sont OK. Et si vous dites pas OK, bah, tant mieux. Vous êtes peut-être passé à côté d'un problème ou ils allaient vous le reprocher sans vous le dire parce que vous le faites à distance et du coup, plus vous embauchez bêtement. Quoi. Juste 2 choses pour le personal branding. Instagram. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de partage des coulisses, des événements et tout. C'est un bon moyen de se faire connaître et de montrer votre activité de freelance. Et LinkedIn, bien sûr, si vous avez une spécificité, Benoît Tristram peut témoigner. On peut créer du contenu pour sa communauté. On a Nicolas Clément aussi qui le fait beaucoup et qui a beaucoup de followers. Il y a beaucoup de gens qui commencent à faire ça. D'ailleurs, Benoît, à mon avis, il est disponible par MP sur LinkedIn. Hein. C'est un garçon très sympathique qui aime bien parler de tout ça. Donc, n'hésitez pas à le contacter. D'ailleurs, il vous donnera quelques conseils si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et ChatGPT peut vous aider à faire du rédactionnel de posts. Donc, ça peut aussi, il suffit d'avoir des idées, du contenu pertinent. Vraiment pertinent, c'est pas oui, j'adore faire non, un contenu pertinent, cible, niche, qui permet d'attirer un maximum de vues. Voilà. Ouais, le dernier moyen, c'est les salons qu'on n'a pas beaucoup cités. Ouais, Il y a une opportunité de croiser les gens, hein, Event, évidemment, ce genre de salon. Il y en a beaucoup qui se font aussi en région. Pareil, l'ASSO, c'est beaucoup porté ce genre de choses. Et de plus en plus de choses qui se font en région, les committing, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de réseaux qu'on peut essayer de rejoindre et de mutualiser. Pour partir sur la dernière partie qui est sur le freelancing en général, on a commencé un petit peu à marcher dessus, mais ça nous permettra de faire l'ensemble. Je vais tout mettre dans le même panier pour qu'on puisse tout aborder peut-être d'un coup, Elise. Donc, on a dit, on voulait parler un petit peu des soft skills, comment les travailler, comment les mettre en avant, lesquels sont intéressants. Est-ce qu'il y a des réflexions autour de son lieu de travail, le lien social, le coworking, les petits plus, maîtriser un logiciel, une langue qui est parlée, le fait d'avoir un véhicule, par exemple, si on est régisseur, si on est, etc. Comment on fait pour se former, fréquenter ses pairs, c'est-à-dire un ensemble de choses qui font faire de vous finalement un meilleur freelance ou vous aider à progresser dans votre métier, être plus visible, etc. Oh, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Il nous reste 8 minutes, j'ai fait un gros paquet. Alors, gros sachet. Moi, je vous disais tout à l'heure, la personnalité, elle joue beaucoup. Chez Friandises, on ne recommande pas les gens qu'on ne sent pas. Jenna pourra témoigner. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Nous, on essaye de sentir les gens dans leur attitude, leur assurance. Donc, c'est hyper important de faire attention à ce qu'on véhicule comme image. Et on ne va pas se mentir, les meilleurs freelances, ceux qui sont tout le temps rappelés, c'est ceux qui sont… on va dire la demande générale des clients, c'est des gens qui soient flexibles, qui soient bon esprit, qui soient résilients, des gens qui soient drôles et bon esprit, quand je veux dire ça, qui se fondent un petit peu parmi les équipes, compétents, bien sûr, c'est la première chose, mais je n'ai même pas à le dire. Et tout ça, mis bout à bout, c'est vrai que tous les freelances ne sont pas des personnalités comme ça, pour la simple et bonne raison que quand on choisit d'être indépendant, c'est souvent que on aime bien être un peu… on est solo, mais pas solitaire. Alors, mais on n'aime pas être solitaire. Donc, il faut apprendre aussi à vivre avec les autres. Et donc, la flexibilité, forcément, on est obligé d'y aller parce que on va changer d'environnement de travail systématiquement, des nouveaux collègues, des nouvelles méthodologies, des nouvelles façons de faire. Si on arrive avec ses propres
contrainte chez nos clients, les clients vont dire bah oui, mais bon, c'est à toi de t'adapter. Donc, en termes de tempérament, en termes de personnalité, c'est hyper important de cette flexibilité. Et puis, c'est une espèce de porosité entre les gens, quoi. C'est-à-dire, moi, je vais leur apporter, eux, ils vont m'apporter. Et à chaque fois, en fait, c'est des histoires, des nouvelles histoires qu'on va vivre ensemble. Et c'est des moments de vie importants, surtout dans l'événementiel. Donc, le savoir-être, il est primordial. Il est primordial dans nos métiers. Et puis, de toute façon, quelqu'un qui est désagréable, il ne revient pas au prochain épisode, très franchement. Écoute, on a ces rapports comme à chaque fois, donc comme quoi il n'y a pas trop de mystère. J'aurais mis aussi, comme toi, en chapeau, être compétent. Je pense que c'est le sujet principal. C'est d'abord être compétent, parce qu'on connaît des gens désagréables, mais qui sont extrêmement compétents et donc qui survivent. Donc le numéro 1, c'est la compétence. Le deuxième, c'est sympathique. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais il est extrêmement important. Les agences, ils prennent des gens avec qui ils ont envie de travailler. Encore une fois, quand on est freelance, on n'a pas besoin de vous virer, il suffit de pas vous rappeler. Donc, on va se dire, il est très bon, mais en fait, il y en a d'autres qui sont bons, mais qui sont plus sympas. Créer une ambiance d'équipe, créer quelque chose, apporter quelque chose, une motivation, une énergie. Ça pose aussi un problème pour le freelance, parce que nous, moi, je dis toujours, tous les jours, c'est ton premier jour. Et c'est vrai que le freelance, on attend de lui qu'il soit au top tout le temps. Tu es en CDI, tu as fait une erreur, tu as 15 ans de bon travail pour ton entreprise, tu vas avoir un rendez-vous chez le patron, il va te taper sur les doigts et tu vas retourner à ton poste. T'es freelance, tu as fait une grosse connerie, et au bout de 20 ans, ça peut arriver, un moment, tu es un peu down, tu as raté un truc, ils vont se dire, je sais pas, on va prendre quelqu'un qui fait pas de conneries. Et donc, ça met une certaine pression. Et donc, c'est aussi savoir des fois, pas prendre trop de dossiers en même temps, même s'il y a plusieurs bonnes opportunités, savoir s'écouter un petit peu, prendre du temps pour soi et tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à pas le faire, surtout au début, quand l'émission, on répond aux opportunités et qu'on n'a pas encore le choix d'émission parce qu'on a assez de propositions. Et je sais que c'est pas évident, mais il faut bien s'écouter parce qu'on peut se faire des fois plus de mal que de bien avec ça. Et adaptable au process. Alors, je suis complètement d'accord, mais sur même plusieurs niveaux. J'ai rencontré des DIRPROD juniors et ils disent, voilà, par exemple, j'ai bossé pour un institutionnel ce coup-ci, et c'est insupportable. Ils mettent trop de temps à décider, à la mairie, c'est très long, c'est l'administration française, blablabla, c'est très docile. Je leur dis, mais en fait, c'est pas l'administration le problème, c'est toi le problème. Tu bosses pour une institution, ton expertise, c'est de toi t'adapter, donc mettre plus de jours, savoir qu'il y a une inertie à la prise de décision. C'est à toi de monter en compétence sur le projet que tu vas faire. Tu as un annonceur, il n'a pas les mêmes règles, d'accord, qu'une agence pour, par exemple, prendre un fournisseur. Il y en a qui ont besoin de bons de commande, de référencement, de choses comme ça, de montant initial de capital, etc., etc. Et donc, il faut savoir s'adapter. L'adaptabilité, elle est aussi un peu là, en fait. C'est ne pas râler sur la situation qu'on a, mais monter en expertise en disant, OK, faut que je comprenne, cette agence fonctionne comme ça, cet annonceur comme ça, cette institution comme ça. Et nous, on peut vendre une expertise. Voilà, moi, je sais que je vais bosser avec les institutions. Je ne sais pas bosser avec telle autre formation. Et enfin, les petits soft skills, oui, mais mettez en avant les petites choses qui ont l'air des fois bêtes, mais que tout le monde n'a pas forcément. Moi, je sais que jeune régisseur, j'avais du mal des fois à me créer une différence. J'ai appris à faire du plan SketchUp en dessinant mon salon, et puis je suis devenu bon. Et puis en fait, les agents se sont dit, il est super parce qu'il va nous dessiner les chaises. J'ai pas de compétences pour dessiner les ponts techniques et les trucs, je suis jeune régisseur. Mais le fait que je puisse prendre une salle, mesurer la taille d'un couloir, poser les chaises dedans, la bonne dimension, ça m'a fait employer de plus en plus. Le fait que j'ai une voiture, pour un régisseur, c'était pratique. Le gars, alors, tu appelles ça une soft skill, toi? C'est pas ça, les soft skills? C'est un ensemble de, de petites choses qui rejoint les atouts qu'on dit tout à l'heure. Encore une fois, on a fait un grand sac, je suis d'accord que c'est pas que les soft skills. Oui, pour moi, dans les soft skills, tu vas avoir l'esprit d'initiative. En fait, c'est toutes les petites choses qui font ta personnalité, les soft skills pour moi. C'est l'adaptabilité, la résilience, tous ces mots-là. Je suis d'accord. Jusque là, dans le pack, on n'a pas mis que les soft skills. Là, tu as mis la voiture, quand même. Je sais que ce sont des choses bêtes, mais que j'ai mis en avant à l'époque et qui m'ont permis, moi, d'accéder à plus de travail. Le fait que je fais du SketchUp, le fait que j'ai la voiture, c'est ce qui m'a d'ailleurs fait passer, tu vois, Simon posait la question tout à l'heure, du métier de régie au métier de bureau. C'est différent, il fait du plan technique, donc il n'est pas que avec son gros couteau ou son fil de fer à accrocher des panneaux signalétiques. Puis j'ai pu accéder comme ça doucement. Refuser aussi de m'intéresser à certains logiciels m'a permis de positionner quelque part aussi. Refuser des fois d'aller dans certains terrains. On m'a demandé de me former à FileMaker, j'ai refusé parce que je savais que je voulais pas qu'on me propose des missions de base de données et m'engouffrer là-dedans. Donc des fois, je sais que ça peut être un choix aussi. Les soft skills sont pas toujours évidentes à mettre en avant parce qu'il y a un petit côté égocentrique. Quand tu dis, je suis bon à ça, je suis ambitieux, je suis, je sais pas quoi. Donc, je trouve qu'il y a une façon qui est pas évidente toujours à mettre en avant. Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Souvent, quand je lui dis, mais moi, je les perçois comme ça en me disant, il se la raconte un peu à dire qu'il est super. En fait, nous, les soft skills, elles sont dans
C'est des mots-clés qu'on peut remplir et il y a des listes officielles de soft skills en fait. Donc c'est comme ça en fait dans le milieu du recrutement. Faut pas avoir peur de dire certaines choses. Le sens de l'humour. Enfin, j'ai vu le sens de l'humour. Oui, ça peut être une soft skill. Ça compte. Mais c'est tout ce qui est pas compétence dure pour moi. Je vraiment pour le je vois Simon qui parle d'archi d'intérieur. Tu vas avoir des compétences, ça va être des compétences du coup pour moi. Mais voilà, je vous invite à regarder un peu la liste qui est sur le formulaire de friandise, mais c'est des choses qu'on Il y a a le le droit. livre de Christophe Pascal qui est très bon aussi, qui parle que des soft skills. Je vous l'ai mis le nom là dans le chat, il s'appelle Vous avez tout pour devenir remarquable, qui est quelqu'un qui est très présent dans la filière événementielle et qui écrit du contenu avec souvent des grands patrons d'agence et tout. Je ne sais pas si tu connais la personne, mais je sais que C'est qui, pardon? Christophe Pascal. Ah oui, bah oui. Et donc Christophe est exceptionnel là-dessus et il a plusieurs livres qui sont très intéressants. Donc c'est pas le tout dernier, mais celui-là il parle que des soft skills et il est spécialisé événementiel, ce garçon. Et donc c'est particulièrement intéressant pour nous. Le dernier qui est sorti, c'est plutôt un métier sur comment on fait le fabrique de l'événement, l'état de l'événementiel aujourd'hui, où il fait intervenir des grands patrons d'agence, des annonceurs, des freelances connus, etc. J'ai oublié le nom de son tout dernier bouquin, c'est très intéressant. Je suis intervenue, je sais plus sur lequel. Moi, j'ai dû être. Moi, je suis sur le dernier aussi, mais je crois envoyé. qu'on est sur le même tous les deux. Mais n'hésitez pas à taper Christophe Pascal livre. Donc, je vous ai mis, vous avez tout pour devenir remarquable. Il y en a d'autres, mais celui-là, typiquement, si on évoque les soft skills, c'est un livre entier qui parle de ça. C'est pas long à lire, c'est intéressant. Et ça permet de développer ce genre de choses. J'essaierai de le mettre sur la prochaine newsletter, peut-être de Friandise. C'est pas une mauvaise idée de faire un petit book club. Ouais. Je vais lui faire un petit format d'interview, Christophe. Faut le faire parler un petit peu aux freelances, que les gens aient l'occasion de l'écouter, parce qu'il n'est pas toujours connu assez. Ouais. On arrive à l'heure. Est-ce que tu voudrais faire un petit mot de conclusion, Elise ? Écoute, j'étais ravie, c'est super. En fait, on se rend compte, non, mais on se rend compte qu'on partage les mêmes avis, qu'on a la même vision des choses globalement. Vraiment, je pense que pour durer, il faut travailler sur soi. Je le dis souvent, mais c'est travailler avec des freelances, c'est comme des histoires d'amour, quoi. On se rencontre, on apprend à se connaître, il faut savoir communiquer, il faut savoir échanger, il faut savoir changer, il faut soi-même être quand même assez malléable et s'adapter. Je le rappellerai jamais assez. Il faut apprendre, continuer de se former. On l'a pas abordé, mais je vous rappelle que en tant qu'indépendant, vous avez un droit à 500 € par an sur votre compte, le CPF, là, le fameux CPF. Donc, allez sur moncompteformation.fr ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Regardez, vous pourrez être étonné si ça fait quelques années que vous êtes indépendant. Vous avez droit à 500 € par an. Donc, vous avez la possibilité de faire des formations qui sont certifiées Calliope. N'hésitez pas. Benoît précise qu'il y a OPCO. Moi, je suis du coup gérant de la SRL. J'ai l'AGFIS qui marche aussi. Et j'ai fait l'année dernière une formation SketchUp qui valait 1800 € que je n'ai pas payé. Du coup, j'ai fait des formations Excel, etc. Et donc, continuer effectivement à trouver de nouvelles compétences. Donc, il y a la FDLE Academy, mais ça reste franchement un premier step. Il y a des vraies formations professionnelles qui sont financées, effectivement. Et donc, ça, ne pas hésiter à aller voir. Je suis complètement d'accord. On n'a pas ça. On a tendance à l'oublier et c'est important. Surtout là, on a un peu le temps. La période, elle est quand même plus calme. Donc, je voulais aussi vous dire plein de courage parce qu'on est tous dans la même galère pour ceux qui sont dans la période de crise. On sait que ça revient. Voilà, ça revient tout le temps. Ça revient à chaque fois. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Mais par contre, il faut en profiter pour faire plein de choses, se nourrir, se reposer, voyager et prendre du temps pour soi parce que quand ça redémarre, on sait que ça redémarre fort. Donc, prenez le temps. Formez-vous, lancez-vous sur de nouveaux projets. Souvent, freelance, c'est aussi une passerelle vers des projets d'entrepreneuriat. C'est peut-être le moment du coup de se lancer sur d'autres choses, d'aller sur je monte un lieu, je crée une boutique, je change de métier, etc. Donc c'est peut-être des opportunités d'avoir du temps. Le temps, c'est une chance. Donc mettez bien de côté et mettez ce temps à profit pour faire des belles choses pour vous. Écoute, j'ai rien de mieux à dire. Merci beaucoup pour ton temps. Franchement, on adore. De toute façon, à chaque fois qu'on parle ensemble, on est souvent raccord. Il y a vraiment un lien naturel. Vous voyez, qu'on soit dans une entreprise un peu commerciale pour vendre du freelance, ou savoir le marketer, ou une entreprise ou une association de freelance qui parlent entre eux, on a finalement des avis qui se rejoignent parce qu'on est dans le même secteur, le même métier. Et c'est toujours un peu dans cette bienveillance.
Je vais couper l'enregistrement et finir cette vidéo, mais on peut rester à 5-10 minutes peut-être pour répondre à des questions, prendre des numéros ou échanger des contacts s'il y a des petites questions. Merci à tout le monde. Je coupe donc l'enregistrement maintenant.